effectivement à ce webinaire. Donc, tous les mardis, effectivement, First Group organise des webinaires sur divers sujets, hein, sur des pratiques, pour échanger notamment avec vous. En tout cas, celui d'aujourd'hui est destiné exclusivement en fait, à la performance commerciale et managériale. Et il est lié en fait à un constat qu'on a tous vécu, hein, après quasiment une mise sous cloche pendant quasiment 2 mois. Hein, comment éviter une post-défaillance cumulée à une perte de chiffre d'affaires et de marge, effectivement, pour certaines entreprises. En tout cas, l'enjeu de ce webinaire, pendant 1 heure maximum, est de partager notamment avec vous quelques idées clés de la réussite dans un écosystème qui est perturbé, quels que soient les écosystèmes, et en forte turbulence. Et donc, c'est pourquoi le titre qui apparaît à l'écran, à quoi ressemblera et devra ressembler le commercial de demain. Donc, qui sommes-nous? Eh bien, je représente First Group, qui est un cabinet de formation et de conseil dans les domaines stratégiques, de la transformation des organisations, du change management, du talent development, de l'ingénierie pédagogique, de la vente et de la négo, bien évidemment, puisque c'est le sujet notamment d'aujourd'hui, et les soft skills. First Group, très rapidement, c'est 200 clients, c'est 40 grands comptes, c'est 100 consultants, 35 collaborateurs en France, notamment, et dans 27 pays. Et donc, pour ce webinaire, j'ai souhaité y associer le patron de l'Evali. Andri, je te propose de te présenter. Bonjour à tous, merci Arnaud. Donc, pour présenter l'Evali en quelques mots, c'est un outil qui améliore le résultat de prospection des commerciaux et donc qui va libérer les commerciaux des tâches énergivores, toutes les tâches sur lesquelles les commerciaux procrastinent, sur lesquelles ils n'ont aucune motivation. Et au-delà de l'exécution de ces tâches, en fait, on apporte de la data à forte valeur ajoutée pour permettre de faire davantage de chiffre d'affaires. Voilà, donc on est un outil disponible, on va dire, dans le cloud. Et je te remercie Arnaud pour cette invitation et je suis ravi de co-animer ce webinaire avec toi. Eh bien, ce plaisir est partagé. D'ailleurs, pour ma part, voilà, je suis Arnaud Gibet, donc il y a certaines personnes que je connais sur ce webinaire, et pas tous. C'est d'ailleurs l'intérêt, effectivement, de faire connaissance un jour, j'espère, avec vous. En tout cas, je gère le pôle d'expertise de la performance vraiment commerciale et managériale, après 20 ans d'expertise dans les grands cabinets, notamment européens, notamment toujours dans une fonction commerciale, avec 3 rôles, un rôle de développement, de consulting, et également de formation. Donc, le monde du commerce et du business, c'est quelque chose effectivement qui me passionne depuis des années. Et pour compléter ce que dit Arnaud, en ce qui me concerne, j'ai été anciennement commercial dans diverses organisations, groupe du CAC 40, groupe du Nasdaq et une start-up, et j'ai monté l'outil que j'aurais aimé avoir quand j'étais commercial. Et on partage la même vision du commercial avec Arnaud. Oui, exactement. Donc, je vous propose en fait le sommaire suivant. Déjà, dans un premier temps, c'est faire un point sur le contexte, les conséquences effectivement de tout ce qu'on vient de vivre dernièrement. Et du coup, vers un nouveau modèle de vente qui est inévitable. Et on terminera par l'automatisation de la data client. Vous allez voir, d'où le titre effectivement que vous avez dû recevoir, c'est le commercial qui est blended, un distanciel présentiel et semi-automatisé. Bien sûr, on vous laissera la parole à plein de moments. Pourquoi? Parce qu'on a décidé effectivement dans ce webinaire d'être pas trop nombreux, d'être un petit groupe pour favoriser l'échange et l'interaction. Donc je vous laisserai largement la parole et notamment à la fin, vous aurez l'occasion aussi avec André, on pourra répondre à toutes vos questions, interrogations, enfin toutes. On ne va pas non plus passer toute la soirée, toute l'après-midi là-dessus, mais en tout cas, on aura l'occasion de répondre à un maximum de questions. Voilà. Eh bien, ce que je vous propose, justement, pour faciliter cette interaction, cet échange, et puis, bien sûr, nous sommes dans le monde de la connexion, du numérique, parfois ça des petits clashs. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de couper vos micros, comme c'est marqué en fait sur l'écran, de masquer votre vignette vidéo,
d'écrire en fait vos questions sur le chat et puis on fera un maximum effectivement de réponses. Vous aurez la possibilité également de pouvoir revoir tout ce webinaire puisqu'il est enregistré et il sera diffusé sur le site d'ailleurs First Group, www.firstgroup.fr et également sur la page notamment YouTube. Voilà, bah écoutez, je vous propose de démarrer. Donc par rapport à un contexte en fait, c'est les conséquences directes et indirectes, effectivement, de ce que nous avons vécu pendant quasiment 2 mois. Si on prend les conséquences directes, eh bien effectivement, on va parler des barrières sanitaires, faire face aux barrières sanitaires. Effectivement, barrières sanitaires, ça veut dire quoi? C'est avoir de la distance avec les clients. C'est avoir, on va aborder pendant quelques mois un monde sans contact. C'est également avoir un équipement particulier avec un masque, avec des surchaussures, peut-être même des blouses, des casques, peut-être même certains. Bref, c'est en opposition avec le monde du commercial, où on cherche effectivement à avoir de la proximité, de l'intimité, parfois avec un client, de l'intimité, hein, entre parenthèses, bien évidemment. Mais ça va changer en fait beaucoup de choses. L'autonomie, effectivement, qui a été gagnée d'un côté par les commerciaux, parce qu'il y a 2 types de commerciaux, effectivement, pendant cette période. Il y a ceux qui ont été au chômage total, donc qui n'ont pas vécu la grande expérience du distanciel. Et puis, il y a les commerciaux qui ont été en chômage partiel et qui ont pu bénéficier, effectivement, de cette autonomie qui a été grandissante. Bien sûr, les commerciaux, à la base, ce sont des gens qui sont autonomes. Mais quelque part, là, ils ont pu encore aller beaucoup plus loin en utilisant également tous les outils, hein, notamment en distanciel. Les managers aussi, avec les commerciaux, ont pu animer, piloter, développer des compétences à distance, alors avec des forces et des faiblesses. Mais quand on parle d'autonomie des commerciaux, on parle aussi d'autonomie des clients, parce qu'eux-mêmes, ils ont gagné en fait en autonomie. Il va falloir faire face à cette partie-là. Et puis, eh bien, pour tout le monde, je l'espère en tout cas, c'est de renouer rapidement avec de la croissance profitable, si possible de récupérer le retard, et si ce n'est pas le cas, de pouvoir en tout cas réduire les cycles de décision pour retrouver effectivement du chiffre d'affaires notamment et de la marge. J'ai une question à vous poser, là vous pouvez rallumer vos micros, ou en tout cas sur le chat, c'est la question suivante. Hein, c'est faites-vous face à d'autres conséquences directes qu'on n'aurait peut-être pas effectivement perçu immédiatement? Je vais peut-être commencer par en partager une des conséquences dans 2 types de sociétés et 2 secteurs d'activité différentes. Une dans le secteur automobile. Donc, je ne sais pas si vous avez lu récemment, donc Xavier Chéreau, le DRH de PSA, a décidé que les salariés hors production vont finalement venir qu'entre 1 jour et 1 jour et demi dans les bureaux, et ils vont massivement pousser le télétravail. Donc le télétravail va devenir une norme pour PSA. Et d'un autre côté, une autre société, Jennifer Christie's, DRH de Twitter, est allée encore plus loin, donc aussi sur le télétravail, où là c'est hors nécessité de venir sur place, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas de fonction dite technique, donc pour Twitter, pour la maintenance des serveurs, ils vont rester chez eux, ils vont travailler chez eux. Aucun voyage d'affaires n'est prévu avant fin 2020, jusqu'à la fin de 2020, pardon. Et Twitter a même mis en place alloué 1 000 $ de remboursement pour chacun de ses salariés pour qu'ils puissent s'équiper à domicile et faire du télétravail dans de bonnes conditions. Ouais, ouais. Il y a également d'autres partages, hein, je me permets de faire sûr. aussi une parenthèse. On évoque la baisse de la demande de devis, perte de repères, voire barrière vie pro, vie personnelle, voilà, qui est beaucoup moins claire. Puis les nouveaux modes de travail, distance présentielle, qui est à équilibrer, justement. Ouais, exactement, c'est tout à fait juste. Donc, on aborde effectivement un monde un peu nouveau. En tout cas, on va un peu dans l'inconnu, mais c'est justement l'intérêt de ce webinaire, c'est qu'on a testé pas mal de choses, notamment avec First Group pendant ces 2 mois, notamment avec des clients. Il y a des choses qui vont moins bien. C'est justement là-dessus, effectivement, qu'on va revenir dans quelques minutes. Si vous me le permettez, on va poursuivre maintenant avec les conséquences indirectes. Les conséquences indirectes, oui, c'est sûr. La peur de l'autre, non pas comme humain, encore une fois de plus, mais quelqu'un de
potentiellement diffuser en fait notamment le virus. La peur de l'autre, mais également la peur de l'environnement. J'étais l'autre jour avec des commerciaux au téléphone où leurs propres clients, effectivement, qui connaissent depuis très longtemps, les invitent à venir dans l'entreprise, bon, depuis qu'on est en déconfinement. Et en fait, ils se posaient la question, ouais, mais est-ce que du coup, chez vous, vous êtes normalisé au niveau de la protection? Enfin, il y avait plein de questions, effectivement, que le client a trouvé très surprenantes, alors que c'est des personnes qui se connaissent depuis bien longtemps. Là aussi, il va falloir faire attention dans les questions qu'on peut t'amener à poser, parce que ça pourrait créer une sorte de petite défiance, quelque part, de la part de bons vieux clients qu'on connaît depuis des années. Malgré tout, ça va continuer. Et donc, eh bien, il y a une alternative qu'on va vous présenter dans quelques minutes. Et puis, on ne va pas se cacher. Cette crise qu'on vient de vivre, cette crise sanitaire, il y en aura d'autres, bien sûr. D'ailleurs, s'il y a beaucoup de Parisiens, notamment sur ce webinaire, avant même d'avoir cette crise sanitaire, on a eu les gilets jaunes, on a eu les attentats, les gilets jaunes, on a eu les retraites, les barrages, des routes, quelque part, les moyens de pouvoir bloquer la mobilité des commerciaux, il y en aura encore beaucoup. Et pour autant, on ne peut pas, dans une logique de business, se dire, écoute, on va attendre que ça passe. C'est pas possible. D'où la nécessité de garantir un plan de continuité d'activité, quel que soit ce qui se passe. D'ailleurs, on oublie aussi les crises climatiques. Il fait trop chaud, il fait trop froid. D'ailleurs, André, comme tu me disais l'autre jour, le volcan en Islande qui avait bloqué effectivement les avions. Enfin, vous voyez, finalement, il y a plein de moyens de bloquer cette mobilité et pour autant, il faut que ça continue. Certaines entreprises avaient déjà testé le côté distanciel. Quelque part, le coronavirus, en tout cas le confinement, a carrément mis le pied dedans. Et c'est peut-être une des clés qui répondent effectivement à ce problème de mobilité. Tu as raison Arnaud, et j'allais dire, il faut profiter de ce moment pour vraiment permettre à ces équipes commerciales d'intégrer les nouvelles méthodes, d'intégrer de nouvelles postures, parce que ce plan de continuité, comme l'évoque Arnaud, est vraiment important. Et on ne peut plus se permettre aujourd'hui d'être arrêté par ou des grèves, ou le temps, ou un virus, ou quel que soit l'élément exogène, mais il faut permettre à chacun de pouvoir continuer de travailler et vraiment de l'intégrer dans sa manière aujourd'hui au quotidien, que ce soit une routine. D'ailleurs, j'espère que ceux qui nous écoutent, vous avez pu poursuivre, en tout cas, un minimum d'activité. Même question sondage que tout à l'heure, mais là, effectivement, sur les conséquences indirectes, faites-vous face ou avez-vous fait face à d'autres types de conséquences indirectes qu'on n'aurait pas relevées? A priori, non. N'hésitez pas à rouvrir vos micros, c'est justement le but est de partager et de partager chacun nos expériences. Oui, bonjour. Bonjour. Alors moi je dirais côté la difficulté à être 100% en distanciel, avec l'incapacité de pouvoir resserrer les liens par des moments qui créent le sentiment d'appartenance, l'impression de dilution des équipes dans la nature, avec une vraie difficulté à les retenir, à les souder. Oui, exactement. Ouais. Vous avez complètement raison. Et d'ailleurs, j'avais la directrice aussi d'un grand réseau d'optique. Pareil, tout a été fermé. Elle nous a beaucoup sollicité en fait pendant ces 2 mois pour créer en fait une sorte de team building, de resserrer les liens, parce que elle voyait bien que c'était en train de se passer tout doucement, parce qu'elle avait des échanges avec des managers d'ailleurs aussi, et notamment l'équipe commerciale. Et il y avait, je vous ai parlé d'une forme d'autonomie tout à l'heure, mais attention, parce que l'autonomie peut avoir des vraies conséquences négatives aussi d'ailleurs, et vous avez complètement raison. Donc, la grande difficulté aussi, c'était on a fait face à un flot d'informations pour le coup, où notamment les commerciaux avaient le temps de regarder les informations quasiment souvent, et on a fait face à un flot d'informations très anxiogène qui n'était pas en phase avec la réalité des entreprises. Et avec aussi dans les entreprises le besoin de prendre des décisions rapides qu'on n'avait pas forcément le temps d'expliquer de longues semaines à l'avance, puisqu'on a été pris dans le brouillard avec le confinement. Et donc ça, j'ai l'impression,
en tant que directeur général, que pour les commerciaux, ça a été très mal vécu et qu'ils ont du mal à comprendre pourquoi on était obligé d'agir aussi rapidement du fait d'une visibilité assez amoindrie. D'accord. Est-ce que vos commerciaux échangeaient entre eux? Énormément. D'accord, ouais. Avec le risque, effectivement, d'avoir des discours anxiogènes, justement, puisque rien n'est contrôlé. Tout à fait d'accord. La vraie problématique, c'est que si je m'amusais, je suis quasiment certain que si je m'amusais à regarder les connexions téléphoniques intercompagnies, je serais surpris du nombre d'heures qu'ils ont passé ensemble à se monter, à ruminer le sujet. Oui. Exactement, ouais. Et ça, effectivement, c'est un point qui peut être un peu dramatique parce que ils ont créé des liens avec certaines personnes en plus. Et comme on sait, dans les équipes, il y a ceux qui sont plutôt moteurs et ceux qui attirent tout le monde dans le fond. Et généralement, pour celui qui attire tout le monde dans le fond, lui, il avait de l'audience, pour le coup, là. Et ça peut être dramatique pour les managers qui récupèrent les équipes, notamment derrière, là. Ok. Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, effectivement, c'est la continuité parce que c'est la conséquence de tout ça, effectivement. En tout cas, pour faire un zoom, effectivement, sur la partie commerciale, l'idée, c'est de gagner en impact, mais en favorisant un maximum de distanciel. Ça s'est fait par défaut, effectivement, pendant ces 2 mois, mais il y a beaucoup de choses positives à en retirer. Je parlerai aussi un peu de l'approche dite managériale. Pour autant, comme dans le titre, c'est mode distanciel, mais c'est pas que 100% distanciel, pour toutes les raisons d'ailleurs, monsieur, que vous venez de le dire. Mais voyez, il y a le plus parce que l'idée aussi, c'est d'automatiser la data client. Le pétrole noir de demain, c'est la data client. Et aujourd'hui, c'est pour ça que André, justement, va faire un petit focus sur cette partie-là. Les commerciaux, ils ont besoin ils sont équipés. Des outils, il y en a partout, il y en a dans tous les sens. Et pour autant, l'idée, c'est de les muscler, notamment sur les outils. Ce qui est intéressant aussi, c'est que pendant cette période-là, ils ont eu l'occasion parfois de les tester. D'ailleurs, là, je m'adresse aux directions générales et directions commerciales. Le fameux CRM qui était perçu parfois par les commerciaux comme l'outil de contrôle de la direction. Certains se sont même aperçus que finalement, ils ont eu l'occasion de l'utiliser et quand le CRM était bien enrichi, ils se sont aperçus que finalement, c'était plus utile qu'ils pouvaient y penser. Donc, vous voyez, il y a des petites choses parfois assez intéressantes. Donc, gagner en impact. Oui, pardon. Excuse-moi, c'est Alexandre Quiraud. Je te laissais finir en fait avant, tu n'as peut-être pas entendu une des conséquences indirectes que moi j'ai remarqué chez Stemmer, c'est que la charge de travail des commerciaux du coup n'a pas été la même par rapport au temps partiel auquel on fait face et au type de clients. On a des commerciaux qui sont restés, on va dire, avec une charge de travail de quoi les occuper 4-5 jours par semaine et d'autres qui ont complètement chuté où 2 jours par semaine pouvaient suffire en termes de charge. Vu que la visite des clients ne se fait plus, l'entrant a fortement diminué et si tu veux, on a des commerciaux qui sont sectorisés géographiquement et qui ensuite ont des types de clients, donc ceux qui ont plutôt des laboratoires de recherche n'ont pas vu l'activité évoluer de la même manière que ceux qui gèrent des clients dans l'automobile ou dans l'agroalimentaire par exemple, quoi. Ouais, donc il y avait ça à gérer aussi, quoi. Et pour autant, notamment quand il y avait une activité qui baissait, est-ce qu'ils se sont mis en mode prospection? Alors, on a essayé de lancer un peu de la prospection. Néanmoins, dans cette période, si tu veux, quand tu fais appel à des outils comme LinkedIn ou Sales Navigator, par exemple, on a les contacts, mais après, ils ne sont pas forcément présents dans les sociétés. Quand ils sont chez eux, on n'a pas forcément les portables pour les joindre. Donc, malheureusement, je pense que cette période, elle était utile pour faire une liste de prospects. Mais après, pour les qualifier, c'était autre chose, quoi. Et c'est toujours encore difficile. Ouais, tout à fait. Et pour autant, là, on va l'aborder parce que justement, à travers ce nouveau modèle de vente, enfin, en tout cas, de performance, plus que de vente, de toute manière, effectivement, on est toujours à la recherche de résultats. Ça, c'est la clé, effectivement. Dans cette recherche de résultats, ce qu'on faisait notamment avant, en tout cas, c'est ce que moi j'appelle l'alignement des 3 B. Alors, non pas les 3 B, parce que c'est une connotation dans le monde automobile qui n'a rien à voir avec celui que je vais vous parler là, c'est d'avoir le bon discours avec la bonne personne, en tout cas le bon interlocuteur, et au bon moment. Ça reste toujours vrai, et encore plus maintenant.
Parce que par rapport à ça, effectivement, quand on avait des objectifs de résultats, la première chose à faire, effectivement, c'est d'aller dans ses portefeuilles clients, de faire une certaine forme d'analyse et de voir, tiens, par rapport à mes clients aujourd'hui, quels sont ceux qui sont capables d'atteindre mes objectifs de résultats. Si le portefeuille client ne suffit pas, on descendait sur un portefeuille prospect, et si ça ne suffisait pas, on descendait sur un portefeuille de suspect. Seulement, tout ce qui était vrai avant est encore plus vrai aujourd'hui parce que l'analyse d'un portefeuille, j'ai envie de dire, si on prend une de ces axes, c'est l'analyse du potentiel. Le potentiel entre avant la crise, et enfin la crise, oui, parce qu'on est en crise d'ailleurs maintenant, le potentiel avant et maintenant, effectivement, dans certaines entreprises, il a dû chuter, il a dû se dégrader terriblement. Il va falloir concentrer ses efforts pour les commerciaux aujourd'hui sur les entreprises qui ont notamment un véritable potentiel. Parce que si on prend une activité commerciale, bon, tout dépend des secteurs dans lesquels on est aujourd'hui, mais un rendez-vous, notamment physique, coûte pour une entreprise de 100 à 150 €, quel que soit le type d'interlocuteur, quel que soit le type de potentiel d'ailleurs. Donc pour griller 150 € rapidement, c'est simple. Et c'est pour ça que justement aujourd'hui l'analyse doit être particulièrement importante sur le potentiel bien sûr, mais sur le nombre par rapport à du moment où en termes du portefeuille client on a un potentiel, on a des clients qui ont un fort potentiel, est-ce qu'on en a suffisamment pour garantir en fait l'atteinte des objectifs? Et après c'est ce qu'on appelle la qualité relationnelle. La qualité relationnelle, c'est est-ce que j'ai une qualité suffisamment forte relationnelle pour pouvoir déclencher notamment des projets. Cette profondeur d'analyse, si elle n'est pas forcément vraie quand tout fonctionne bien, va être encore beaucoup plus vraie maintenant parce que chaque décision aura un impact sur le compte de résultats. Ça, c'est vrai aussi bien pour le portefeuille client, prospect et suspect. Comme tu dis Alexandre, effectivement la prospection, c'est pas toujours simple, face à face et en distance non plus, mais en tout cas on peut automatiser quelque part préchauffage de clients aujourd'hui à travers des selling machines. Je pense qu'aujourd'hui LinkedIn, tout le monde l'a utilisé un maximum, mais il y a d'autres outils comme vous voyez notamment à l'écran, Buffer notamment, qui permet de donner une certaine fréquence de messages sur tous les différents outils sociaux, non pas pour vendre, mais pour préchauffer une audience. L'appel téléphonique sera toujours vrai, mais pour autant, préchauffer le client, il y a des outils qui sont là pour ça. On peut appeler ça une selling machine, ou vous appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, faire une forme de selling machine sur une analyse de portefeuille assez pertinent va vous faire gagner en fait terriblement du temps. C'est le temps qu'il faut maintenant. Parce qu'après, les process de vente, une fois qu'effectivement on a réussi à avoir un rendez-vous, j'ai envie de dire qu'on va retrouver les grandes étapes clés. Mais dans ces grandes étapes clés aujourd'hui, il est évident qu'on était habitué à beaucoup de présentiel et peu de distanciel. Seulement, voilà, c'était plutôt comme ça jusqu'à aujourd'hui, enfin hier. C'est 80% de présentiel et il y avait effectivement un peu de distanciel. En tout cas, voilà, j'envoie la proposition, je peux faire de la négo, notamment par téléphone. Demain, le présentiel, tout ce qui est rendez-vous physique, invitation au restaurant, participer à des events, tout ça, ça va être bloqué pendant en fait un certain temps. Et j'allais même dire, au-delà de que ça soit bloqué, il y aura aussi des manières différentes d'y participer. Je vous partage une de mes expériences. J'ai fait un salon il y a 3 semaines, alors non pas physique pour le coup, puisque j'étais confiné comme vous à la maison, mais un salon où tout se fait en visio, où on a la possibilité de réserver son siège, d'organiser ses conférences, d'organiser son agenda. Et en fait, ce salon avait lieu aux États-Unis. Alors, bien entendu, ça m'a fait économiser un aller-retour par avion et une nuit d'hôtel. Mais au-delà de ça, j'ai pu avoir des contacts et faire un peu de prospection comme si j'étais dans un salon de manière physique. Alors, ça peut paraître un peu, j'allais dire, je trouve pas le terme, mais un peu déplacé ou un peu bizarre. Mais au final, ça m'a permis d'assister à un salon, de faire des rencontres et de continuer à prospecter. Mais c'est effectivement une manière complètement différente d'un salon classique. Si on m'avait dit ça il y a 6 mois, je pense que j'aurais souri. Là, pour le coup, c'était différent. Ouais.
Bah d'ailleurs, tu me fais un lien immédiat parce que si, bon, voilà, effectivement, demain, du 100% distanciel, il y en a qui l'ont testé. Comme tu dis, effectivement, Andri, c'est pas simple parce que faire du distanciel, même si on doit avoir des discours de crédibilité avec des C-level en mode prospection, déjà en face à face, c'est pas simple, et en distanciel, ça l'est encore moins. J'ai envie de dire que le distanciel, c'est de l'upskilling pour ceux qui maîtrisaient déjà parfaitement bien les process de vente. Pour ceux qui les maîtrisaient difficilement, ça fait 2 marches qui vont être complexes. Et c'est pour ça que la ligne managériale sera fondamentale, en tout cas à ce moment-là. Ce qui est intéressant dans ce que je vous mets à l'écran, ça ne va pas durer effectivement 100%, ce n'est pas le message que je souhaite vous donner, c'est surtout de dire que si vous pouvez demain effectivement faire 80% de distanciel et 20% de présentiel, bien sûr le présentiel est fondamental, avec les clients, mais aussi avec la ligne managériale et leurs équipes, pour ce que vous avez dit, en fait, monsieur, sur la difficulté, effectivement, que peuvent avoir les commerciaux parfois de ne plus être en contact avec les autres et ils s'enferment dans des groupes de discussion avec des flots d'informations qui sont parfois totalement négatifs. Il faut recréer, bien sûr, des moments de convivialité, bon, pas tout de suite, hein, mais ça va se réouvrir, mais de continuer à poursuivre effectivement le process de vente en mode distanciel. D'ailleurs, par rapport à ça... Vas-y, je t'en prie, excuse-moi. D'ailleurs, je refais un lien. Alors, instant, oui, sondage, bien sûr. Est-ce que vous avez mesuré et anticipé les conséquences dans la pratique, effectivement, de ce distanciel-là, que ce soit en B2B ou B2C, d'ailleurs? Enfin, c'est oui, non, ou alors vous pouvez effectivement avoir des... Alors, peut-être il y a une question de Christophe qui dit les salons virtuels, vous avez cassé la poule aux odeurs des parcs d'exposition. Pour le coup, il s'avère que c'est un organisateur de salon qui l'a mis en place. Donc, c'est là où j'étais assez surpris. Je pense qu'il y a une manière de se réinventer. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, parce que je ne travaille pas, moi, dans les organisations d'événements, mais ça a été une manière, je trouvais, qui était assez ludique d'organiser. Et c'était vraiment, pour le coup, un salon. C'était de l'événementiel, c'était un organisme d'événementiel qui organisait ça. D'accord. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est ce que je pleure sur les manifestations qui ont été reportées sur le dernier trimestre, puisque je ne sais pas si vous avez vu en France, mais en France, la majorité des manifestations professionnelles sont reportées sur le dernier trimestre 2020. Et à certains, je leur ai dit, vous feriez mieux de nous faire un salon virtuel pour l'année 2020 et peut-être une manifestation physique pour l'année 2021, parce que je crains que ça ne se passe pas. Mais malheureusement, les réponses que j'ai eues des organisateurs de salons sont très claires. Et c'est pour ça que je vous dis qu'ils ne sont pas prêts de lâcher le système classique, parce qu'ils ne se sont absolument pas préparés à faire quelque chose de différent ou un mixte virtuel voire physique, et ils ne sont pas du tout prêts. Ouais. Ils ne sont surtout pas équipés, hein, en l'occurrence. Comment ? Ils ne sont pas du tout équipés, en l'occurrence. C'est des gens qui travaillent dans du présentiel, dans du physique. Tous les outils digitaux, il n'y a que, je pense, des grandes organisations qui sont en capacité de faire ce genre de choses. Ou des grands organisateurs de salons. Mais je parle des 2 plus grands organisateurs de salons français. Hein. Enfin, installés en France. D'accord. Et ils ne sont pas capables de le faire. Il y a une raison très simple, c'est qu'aussi ils ne le veulent pas parce qu'ils ont pris des contrats de délégation de services publics dans le management des parcs des expositions. Donc ils n'ont aucun intérêt financier à le faire. Oui, simplement. Okay. D'accord. Ok. En tout cas, là, on va faire un petit zoom, effectivement, des conséquences que ça peut avoir sur les différents process de vente. Et pour ça, rapidement, par rapport aux différents process de vente qui existent, il y a 4 grands process de vente en fonction de la situation concurrentielle forte ou faible dans laquelle on va se situer par rapport à son modèle économique. Puis d'un autre côté, on va avoir effectivement la valeur ajoutée d'un commercial qui est plutôt faible. Et de l'autre côté, on va avoir une valeur ajoutée plutôt forte. Je m'explique. Parce que dans ce côté-là, on est ce qu'on appelle plutôt sur des process de vente complexes. Pourquoi ? Parce qu'on adresse au client en fait une solution. Qu'est-ce qu'on appelle de complexe ? C'est le fait que c'est une solution sur laquelle il peut y avoir des partenaires. On est parfois intégrateur. On construit la solution avec le client et en face de nous, on a plusieurs types d'interlocuteurs parce qu'il y a plusieurs types de métiers, donc plusieurs types d'interlocuteurs, plusieurs types d'enjeux. Et c'est en ça où la valeur ajoutée, ce que vous voyez sur votre écran complètement à droite, la valeur ajoutée du commercial qui va piloter la relation, elle est complexe.
Et de l'autre côté, effectivement, on est plutôt sur des process de vente distributifs. Ça ne veut pas dire que le commercial a peu de valeur ajoutée. En tout cas, le produit est quasiment autoporté. Et lui, il est plutôt dans une logique transactionnelle. On est plutôt sur plutôt du retail, sur la partie gauche, et plutôt sur du B2B, effectivement, si on veut aller sur la partie droite. Partie gauche, plutôt du produit, on pousse du produit. Pour partie droite, enfin, partie gauche, plutôt du produit. Partie droite, plutôt de la solution. Si on, effectivement, là j'ai eu l'occasion pendant ces 2 mois de tester les deux et d'interroger effectivement des directions commerciales en général. Et sur le côté plutôt distributif, effectivement, c'était un patron effectivement qui a plusieurs agences effectivement en France d'immobilier, de transactions immobilières, et donc ils se sont lancés effectivement dans de la vidéo, dans de la visio, à présenter des appartements parce que les agents immobiliers de transactions immobilières pouvaient aller dans les appartements et filmer, et avec le client effectivement qui regardait. Alors le plus, comme m'a dit effectivement ce patron, c'est que ça a permis de filtrer, parce qu'il savait très bien aujourd'hui que les personnes qui recherchent des appartements, il y en a beaucoup qui sont plutôt là à observer, c'est-à-dire la maturité d'achat est très très faible, et pour autant là, ils l'ont très très vite détecté. Le moins, c'était la spontanéité et le discours du commercial avec les clients. Même parfois la visio, enfin, elle présentait des choses qu'il n'aurait pas fallu. Le prisme d'une caméra n'est pas du tout pareil que la vue que peut avoir un client quand il est dans un appartement. Le discours, effectivement, n'allait pas forcément, parce que la durée de concentration, quand on est en visio, est beaucoup plus courte. Pourquoi ? Parce qu'on va jouer effectivement sur le son, c'est ce qu'on a notamment entre nous, le regard, oui, mais vous voyez que la caméra, vous voyez qu'une partie de moi là, et encore je contrôle cette partie-là. Si je voyais vous ce que vous faites, pareil, vous allez contrôler une partie. Donc ça veut dire qu'effectivement le discours doit être encore plus puissant, parce que la durée de concentration est faible. L'émotion aussi qu'on passe dans une vente en face à face est différente. Là, en visio, l'émotion, je vous en fais passer, voilà, ce que je peux. En tout cas, il faut que j'en fasse 10 fois plus pour que vous en perceviez en fait un tout petit peu. Donc, il y a des plus, il y a des moins. Les moins, on les a repérés. Pareil, là aussi, on est dans le retail, dans l'optique. Alors là, je ne dis pas le réseau, mais en tout cas, pareil, ils ont 800 boutiques en France et ils ont testé la téléconsultation comme les médecins. Et en fait, déjà dans ces 2 milieux que je vous ai présentés, là, les clients, dans son parcours d'achat, 65% hier étaient déjà online. En fait, avec le coronavirus, le confinement, dans son parcours de vente, il a fait 80% online. D'où la question, le professionnel, quand il reçoit le client, quand il sait qu'il a fait 80% online, il a intérêt d'avoir des questions pour aller directement à l'essentiel. Parce que sinon, il va avoir du mal pour aller jusqu'au closing. D'ailleurs, dans cet environnement du retail, on peut même parler du monde automobile, l'histoire des bornes, ça fait très longtemps qu'ils en parlent. Quelque part, un concessionnaire me disait l'autre jour, ça va être un moyen d'accélérer effectivement la télévente, en tout cas dans le monde automobile. On ne va pas remplacer demain les commerciaux par des bornes, quoique il y a des idées qui circulent depuis des années dans le monde automobile, quoi. Si on prend, alors effectivement, c'est-à-dire que la visio, bien sûr, je pense qu'on a tous pendant ces 2 mois, enfin c'est 1 mois et demi effectivement de confinement, fait des Skype apéro et tout ce que vous voulez. C'était plutôt sympa, convivial. Dans le monde professionnel, c'est bien différent. Les attitudes, les comportements, le discours, la gestuelle, l'émotion sont totalement différents. Les process de vente vont être encore plus important effectivement d'être suivi. Comme je vous disais tout à l'heure, ceux qui avaient du mal à utiliser les process de vente vont encore avoir beaucoup plus de mal à être en plus dans cet upskilling. Pour ceux qui maîtrisaient bien, effectivement. Pardon ? Non, mais tu as tout à fait raison. J'allais dire, il faut vraiment l'intégrer, cette démarche de visio aujourd'hui pour les commerciaux. Ça peut être un exemple dans votre premier rendez-vous aujourd'hui, le premier contact avec un prospect peut se faire en visio avant d'envisager un déplacement ou quoi que ce soit, de manière à qualifier le client, de qualifier le potentiel, et surtout c'est que vous allez aussi pouvoir en faire plusieurs et d'améliorer la productivité et l'efficience du commercial. Après,
la plus grande difficulté pour les gens qui n'ont pas passé le pas, ça va être, comme disait Arnaud, d'être encore plus présent, d'avoir encore des questions encore plus poussées, parce que la convivialité, la chaleur que peut apporter une rencontre physique, là, on va être par 2 écrans interposés, donc il va falloir faire passer des émotions, être attentif à ce que regarde la personne, ce que dit la personne, proposer des outils pour échanger en temps réel, faire du travail, du collaboratif. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut travailler. Exactement. Et si on va sur effectivement de l'autre côté, c'est les process de vente complexes. Hein. Déjà, la vente étant complexe, j'ai envie de dire à distance, ça le devient encore plus. Et je vous parlais effectivement de la prospection téléphonique, ça c'était dans les ESN notamment, enfin les SS2I notamment avant, c'était avoir un discours de crédibilité avec un C-level. C'était, comme je disais, pas simple en face à face. Là, effectivement, ça rend l'exercice encore plus complexe, d'où une préparation qui est énorme. Pareil pour identifier les circuits de décision formels et informels sur des process de vente. Parfois, il faut savoir arrêter aussi la visio et il faut savoir passer en mode téléphone. C'est comme identifier les drivers personnels des différents types d'interlocuteurs. Le téléphone peut paraître sécurisant pour certaines personnes parce que la visio, voilà, elle a envie de montrer qu'une partie, notamment des choses. Donc, dans tous ces process dits de vente, le téléphone, à certains endroits, il est pour moi largement en fait prioritaire. Les moins, voilà, c'est ce fameux discours, comme on dit, c'est customer intimacy. Créer une intimité avec le client en visio, ça va être plus complexe. Il faut vraiment alterner plusieurs outils, hein, à savoir, bon, bien sûr, la visio, le téléphone, ouais, bien sûr, très important encore. C'est une bulle dans laquelle, bon, déjà, on maîtrise l'outil et on le connaît bien, et qui rassure d'ailleurs. Après, quand on est aussi en mode prospection, c'est d'utiliser tous les click and call, hein, qui peut être un moyen aussi de chauffer la clientèle et de pouvoir être rapidement opérationnel et d'être dans le slide share. Le slide share, là aussi, il y a une manière de présenter un ensemble de documents. En tout cas, en distance, on peut être quasiment sur tout le circuit ou de la chaîne de valeur, notamment avec le client. Attention, je ne dis pas qu'il faut faire 100% de distanciel. En ce moment, oui. Mais demain, si vous pouvez faire un maximum, allez-y. Vous allez récupérer en gain de productivité de manière magistrale. J'ai eu l'occasion notamment d'être dans des soutenances dernièrement. On avait 5 personnes en face de nous. Ça a été beaucoup plus facile d'organiser. Alors là, je parle bien en déconfinement. Hein, donc les gens, ils étaient plus ou moins retournés au bureau. Ça a été plus facile de mettre 5 nous, on était de notre côté, on était 3. Et il y avait 8, enfin, on était une dizaine de personnes. En fait, ça a été beaucoup plus facile de plugger des rendez-vous en mode visio que présentiel. Hein. Là, on a gagné beaucoup de temps, quoi. Et c'est pour ça, effectivement, bon, voilà, moi je vais arrêter sur ma partie. En fait, sur justement, demain, effectivement, il va y avoir des outils. Le commercial peut aussi se sentir isolé. Et il y a un point d'attention sur lequel je voulais partager avec vous tous, c'est qu'une étude de McKinsey avait mis en avant le temps d'un commercial en B2B. Il faut savoir qu'il ne consacre moins de 20% de son temps à faire de la vente active. Dans une journée, on va dire 8h, 20h, aujourd'hui, un commercial consacre moins de 20% de son temps. Donc, le point d'attention, c'est qu'effectivement, il y a plein d'outils, mais avant d'aller chercher les outils, avant d'aller regarder comment mettre tout ça en place, il faut aussi se faire accompagner ou vraiment bien regarder, benchmarker ce qui peut être automatisé. Car l'objectif, et c'est effectivement, ça va faire le lien avec ce qui suit après, c'est d'aller automatiser tout ce qui est automatisable pour vraiment permettre à vos commerciaux de faire ce pour lequel ils sont faits, sur lequel ils aiment faire, c'est-à-dire de la vente. Et l'un des dangers, c'est qu'à force d'avoir trop d'outils, finalement, c'est trop de tâches énergivores, trop de tâches réverbatives, trop de tâches qui appellent de la concentration et qu'au final, toutes ces tâches vont certes être faites, mais si on ne consacre encore aujourd'hui que moins de 20% de son temps, je vous laisse imaginer si derrière, on redemande encore plein d'autres choses au commercial. Ouais, c'est compliqué. Et comme vous savez, parce qu'on est quasiment tous des commerciaux ou tous dans ce webinaire exerçons la fonction commerciale, les commerciaux ne sont jugés que sur une seule chose, les chiffres, le résultat. Et donc, il faut faire vraiment, c'est un point d'attention que je vous dis là, de bien regarder tout ce qu'on peut automatiser pour permettre au commercial de faire son job. De toute manière, un commercial est payé pour quoi? Il est payé pour collecter de l'information et de la transformer en contrat. Donc, il y a de l'information, elle circule partout. Hein, l'idée, c'est d'avoir la bonne information.
Et justement, le fait de l'automatiser va faire gagner terriblement en fait du temps. Et donc, l'automatisation, si on fait un petit flashback très rapide, je pense que ça vous parle. Certaines personnes ont eu effectivement ces agendas en mode papier, la fameuse carte pour aller voir effectivement les clients. Vous imaginez le temps qu'on pouvait perdre déjà à cette époque-là. Ou alors, si on prend les bons vieux téléphones, le bottin, enfin bref, tous ces outils-là, vous voyez que ça... Bien sûr, il y a un côté rétro qui est sympa. Et encore maintenant, les cabines téléphoniques, il faut les voir. Mais bon, ok, c'est sympa tout ça, c'est authentique. Mais en tout cas, on a gagné beaucoup en temps grâce aux outils. Et là, l'idée, c'est qu'il va falloir qu'on fasse tous, d'ailleurs, parce que moi aussi, je suis commercial, faire encore un bond en avant en utilisant les outils qui nous permettent de gagner du temps parce que on est payé pour transformer cette info en contrat à un moment donné. Et l'information, on peut déjà en connecter un maximum grâce en fait au big data. Mais je vais te laisser effectivement, Andri, sur cette partie notamment qui suivent en faisant des petits focus sur les process de vente. Ok, je te remercie. Donc l'idée là, c'est pas de vous lister tout ce qui existe parce que c'est pas l'objet et puis on n'aurait pas le temps, mais vous donner peut-être 2-3 tendances sur chacune des étapes, des outils qui existent. Et puis, si vous voulez aller plus loin, Arnaud et moi, on sera un plaisir d'en discuter avec vous. L'idée, c'est qu'à chaque étape de la vente aujourd'hui, on a des outils. Alors, bien entendu, je vois dans une remarque de Christophe, il y a le retour au basique aussi comme le téléphone. Ça, c'est clair que ça va être un allié précieux. Mais il faut le coupler avec plein d'outils qui vont vous permettre de faire plus de ventes et d'être plus efficient dans votre démarche. Donc, sur la partie lead, il faut savoir qu'aujourd'hui, je rencontre encore beaucoup de commerciaux qui ont mis en place un schéma d'email et qui envoient encore ça de manière manuelle avec un petit agenda, un petit rappel pour dire à J+3, une fois que j'ai contacté quelqu'un sur LinkedIn, il faut que je lui renvoie ceci. À J+5, je dois renvoyer ceci. À J+7, etc. S'il me répond oui, etc. Ça s'automatise. Il y a des outils aujourd'hui où on n'a plus besoin de faire de l'envoi à la main, on peut construire des campagnes ciblées. Et ce qui est important, c'est que quand on automatise, on peut mesurer. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire que l'automatisation vous permet de mesurer. Et quand on mesure, c'est beaucoup plus simple parce que la mesure vous permet de vous aider dans vos choix, dans vos scénarios, dans vos tactiques, dans vos politiques. Et vous pouvez tester plusieurs choses jusqu'à temps que votre ROI est atteint et qu'en fait, vous êtes satisfait de ça. C'est pour ça qu'automatiser, c'est important. Donc, il existe des séquences d'emails qu'on peut automatiser. Autre point également sur lequel à cette étape de la vente, les commerciaux perdent beaucoup de temps, c'est quand ils sont en tête d'aller rechercher des emails professionnels, aller regarder les articles de presse, perdre son temps dans Google. Ça, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de trouver des emails en un seul clic. C'est-à-dire que ça fait gagner du temps, on est beaucoup plus efficace et on améliore nos résultats parce qu'avec le nom, le prénom de notre interlocuteur que vous aurez par exemple trouvé sur LinkedIn, couplé à le nom de sa société, parce que généralement il va souvent le renseigner, on peut trouver automatiquement les emails professionnels des gens. On n'a pas besoin aujourd'hui de refaire des recherches qui prennent du temps. Donc ça, c'est sur la partie lead. Sur la partie détectée, quand on envoie des propositions, il faut savoir qu'on peut améliorer la manière de relancer. Alors, ce n'est pas un robot qui va relancer, mais par exemple, on peut traquer le comportement de lecture des propositions envoyées. Je m'explique. Au lieu de faire une relance basique de « je prends mon téléphone et j'appelle tous les gens à qui j'envoie une proposition commerciale », il y a des outils qui vous permettent de dire relance plutôt un tel parce que je sais qu'il a lu et ne relance pas telle personne parce qu'il n'a pas lu. Et qui va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'on est capable de vous donner le temps passé sur chacune des pages des propositions commerciales que vous avez envoyées. Donc ça, c'est un outil. Alors, au demeurant, c'est un sujet qui est Valie adresse, mais il y a d'autres outils. Un autre point qui peut être également vous intéresser, je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle le call tracking. Donc, le call tracking, c'est le suivi et l'analyse de ces appels entrants. Pour ceux qui font des salons, qui faisaient des salons ou qui envoient des plaquettes avec plusieurs opérations commerciales, on a la possibilité aujourd'hui de traquer les numéros des appels entrants et de savoir si tel
telle manifestation nous a rapporté plus de leads parce que plus de personnes ont rappelé à partir de ce numéro-là, alors que telle campagne emailing avec ce numéro-là, ça a eu un peu plus de retours. Parce qu'aujourd'hui, c'est des outils que peu de gens connaissent, mais qui sont intéressants dans la manière où on peut analyser tout ça. Et dans la valorisation, donc sur la valorisation, alors si je reprends l'exemple du tracking de comportement de lecture, si je reprends ce que disait Arnaud, la règle des 3B, le bon interlocuteur au bon moment avec le bon discours, bah là, typiquement, c'est que quand on sait que la personne a lu, ce qui est intéressant, c'est d'être notifié. Et aujourd'hui, on peut, par exemple, vous notifier en moins de 10 minutes quand la personne a fini de lire votre proposition commerciale, de manière à que vous l'appelez tout de suite. Ça vous permet d'appeler au bon moment. Ça permet de, quand vous appelez la personne, qu'elle soit encore un petit peu dans la lecture de votre proposition commerciale. Et je vous laisse imaginer, si vous l'appelez au bon moment, vous avez le bon discours, elle n'est pas sursollicitée, elle est ouverte et attentive à ce que vous allez lui dire. Et donc, quelque part, on va aussi pouvoir raccourcir le cycle de décision. Autre chose, alors là, je vais aller un peu plus loin, mais c'est pour vous donner un peu l'étendue, toujours sur la valorisation. Il y a des outils couplés à l'intelligence artificielle. Alors, c'est un peu encore au stade expérimental de mon point de vue, mais qui commencent à faire leur chemin, où en fonction de vos posts sur LinkedIn, sur Twitter, on est capable en fait de définir un profil de personnalité. Et ça peut vous donner de la matière pour adapter votre discours, adapter la rédaction de votre email, adapter la rédaction de votre emailing en fonction du profil de personnalité de la personne que vous souhaitez prospecter. Donc voilà, ça c'est différentes choses. Et sur le closing, alors bien entendu, j'allais dire, rien ne remplace l'humain, mais il y a deux choses. En ce moment, il y a à titre également expérimental, il y a un outil de simulation d'hypothèses de négociation, où en fait, vous allez rentrer plusieurs indicateurs et on va vous dire les chances qu'il a plus ou moins de closer. Mais bon, ça va arriver, mais je pense qu'il faut encore le temps que ça se démocratise et que ça soit opérationnel. Mais si je reviens un petit peu en arrière et je nous rapproche un petit peu, il y a quelque chose qui est en train de se démocratiser, qu'il faut garder à l'esprit, c'est la signature électronique. C'était gadget, ou on peut penser que c'était gadget il y a encore quelques temps. Aujourd'hui, avec la présence du distanciel et la présence de plus en plus forte dans le numérique, la signature électronique, c'est quelque chose qu'il va falloir penser, qu'il va falloir intégrer. Parce que ça vous permet d'aller plus vite. Et surtout, si vos équipes, j'allais dire, travaillent à distance, ça va être difficile à un moment qu'il s'arrête de travailler, il va prendre sa lettre et va dire bon, je vais à la poste et je vais aller faire le cas à la poche et envoyer mon reco, quoi. Il y a quelque chose qui faut trouver le bon équilibre. Ouais, tout à fait. Merci, André. Effectivement, par rapport à tout ça, vous voyez qu'il y a un bond, en tout cas, attention, on n'est pas non plus dans une révolution, mais plutôt dans une adaptation. Mais à un moment donné, il y a un pas, effectivement, à faire dans cette logique distancielle. Il y a des outils, les outils ne feront pas tout. Le discours, les process de vente sont encore beaucoup plus présents, effectivement, à cet endroit-là. Alors, vous pouvez décider, en tant que patron, d'aller vers cette nouvelle adaptation, ou vous pouvez faire, effectivement, comme le peuple, les sentinelles, les peuples qui n'ont pas évolué depuis 60 000 ans, et ils rejettent tout lien avec l'extérieur ou toute forme effectivement de modernité. Ils sont situés d'ailleurs dans l'océan Indien. Donc effectivement, vous pouvez être comme eux ou alors effectivement faire le pas. J'ai envie de dire que c'est à vous de voir, mais je vous dirais quand même attention, parce que si ce n'est pas vous qui le faites, c'est vos concurrents effectivement qui le feront. Et dans la période qu'on va vivre aujourd'hui, en récession, a priori ça va durer quasiment 2 ans, il va falloir se connecter à ce monde-là pour être connecté aussi aux clients. J'étais dans le monde de l'agriculture avant le confinement, et puis je parlais des réseaux sociaux, et ceux qui vendent des machines outils agricoles me disaient « Ouais, mais nous, nos exploitants, ils ne sont pas là-dessus. » Je dis « Détrompez-vous, parce que les exploitants aujourd'hui agricoles, c'est plus celui qui était dans son champ tout seul avec ses bêtes. Aujourd'hui, ils gèrent des véritables exploitations, c'est des vrais comptes de résultats, ils sont dans leur tracteur à passer des commandes sur leur iPhone pour avoir de l'aliment et ainsi de suite. Et en fait, la question à se poser, mais Arnaud, si quelqu'un qui vous a dit ça, ça veut dire qu'il connaît
pas très bien son business. Oui. C'est clair. Je suis d'accord avec vous. C'est pas un bon exemple, honnêtement. Je suis d'accord. Ou un refus, effectivement, eux-mêmes de s'y mettre dans cette logique-là. Mais je suis d'accord. Et comme je leur disais, si vos clients y sont, il faut y être. Et pour compléter ce que dit Arnaud, l'objectif, c'est pas un robot qui a remplacé le commercial ou qui va faire le travail. Faut les voir comme un outil, un peu comme la pelle et la pioche pour continuer à faire son métier en fait. Pour moi, les outils digitaux, c'est ce qui va nous permettre d'être plus performants, efficients, qui va me décharger des tâches qui sont énergivores et me permettre d'apporter une meilleure expérience utilisateur à mes clients, puisque c'est ça aujourd'hui qui est le nerf de la guerre. On va dire, au-delà du prix de la prestation, ce qu'attend en B2B ou en B2C, c'est faites-moi vivre une expérience et j'ai envie de vous recommander quand j'ai vécu cette expérience. Et pour que chaque commercial puisse faire vivre une expérience à ses prospects et ses clients, qu'il soit réellement concentré à l'instant T sur ce qu'il fait et qu'il soit déchargé de tout ce qui le pollue, des tâches, mais qui sont importantes, mais qui sont aussi énergivores. Donc il faut trouver le bon équilibre par rapport à ça. D'où effectivement le titre, c'est faire vivre aux clients une expérience blended, distancielle, présentielle, et choisir en fait le présentiel pour des choses bien précises, parce qu'il est extrêmement important. De toute manière, dans l'influence, on sait que le comportemental va prendre 80% et le discours lui-même va prendre 20%. Alors ça veut dire que s'il prend peu, il a intérêt d'être bon, le discours commercial. J'ai envie de dire que par rapport à cet échange et pour rester dans le timing, on se tient effectivement à votre disposition pendant le temps qu'il faut, en tout cas, pour répondre à des questions, des interrogations. Parce qu'encore une fois de plus, l'idée, c'est d'y répondre maintenant. Mais si vous voulez aller plus loin, André et moi-même, on est prêts aussi à vous avoir de manière plus intime, en tout cas au téléphone. En tout cas, on écoute vos questions, vos interrogations. Juste une petite question. Vous avez tout à l'heure parlé de tracking de devis. J'avais trouvé une start-up il y a quelques années qui faisait ça, mais j'ai perdu son nom. Auriez-vous le nom d'une société qui fait ce genre d'outils ou de software? Oui, alors il y en a pas mal. Après, ça va dépendre de l'environnement, de ce que vous voulez, de la manière dont vous souhaitez l'implémenter. Il y a pas mal de choses, mais c'est Christophe, c'est ça, hein? Ouais. Tout à fait. On peut revenir vers vous sur ce point-là, puisqu'avant de vous donner le listing complet, il y a plusieurs questions complémentaires avant pour donner le bon produit. Mais oui, tout à fait. Voulez-vous que je vous mette vous avez mon numéro de téléphone dans le questionnaire d'inscription, je suppose, et email? Ok, je pense. Oui. Ok. Parfait. Allez bien, j'attends votre appel. D'accord. Ok. Bon, vous n'avez peut-être pas plus de questions. En tout cas, ce qui va se passer par la suite, c'est quoi? À partir du moment où vous voulez reprendre contact avec nous, parce que vous avez vu qu'on a abordé un micro-sujet, notre champ d'expertise est beaucoup plus vaste que ça. En tout cas, on est, André et moi-même et First Group, on accompagne effectivement les entreprises à développer de la performance. Et cette performance, aujourd'hui, elle est juste fondamentale par rapport aux périodes qu'on a vécues. Vous retrouverez effectivement sur les chaînes YouTube cette vidéo et puis First Group aussi si vous voulez aller plus loin dans la connaissance. En tout cas, André et moi-même, on est à votre écoute et c'est avec plaisir qu'on pourra échanger en distanciel ou en présentiel, effectivement, si vous le souhaitez. Voilà, écoutez. Arnaud, il y a une question de Philibert Bisoire qui demande en mode complexe plus que distributif, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques en distanciel? Alors, sur quoi? Sur la partie complexe ou la partie distributive? Je vais le laisser à la rigueur. Ouvrez vos micros, Philibert, et si vous pouvez compléter votre question. La partie complexe. Juste le sentiment qu'on a bien abordé la partie distributive dans le process de vente avec une concurrence, avec une valeur ajoutée faible en valeur ajoutée forte. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes pratiques identifiées pendant cette période en distanciel? Donc, alors ça, c'est une vaste question. Oui. Parce que sur un process, effectivement, en présentiel, vente complexe,
Soit je vous réponds au démarrage pour identifier, et par exemple, c'est un peu la question que je posais tout à l'heure, enfin, le sujet que j'abordais, c'était par exemple avoir un discours de crédibilité avec des C-level où on est plutôt en amont d'un process de vente, soit on est faire des soutenances, et alors là, il y a encore d'autres types de pratiques, ou alors c'est le closing. Alors moi, je peux vous parler de tous ces process-là, mais alors moi, ce que je vous propose, ah ben oui, c'est Philibert, ce que je te propose dans ce cas-là, c'est d'avoir un échange téléphonique là-dessus, pour zoomer sur les différents aspects. Parce que là, effectivement, ça va prendre beaucoup plus de temps là, de répondre à ça. Mais oui, il y a des bonnes pratiques et des choses à ne surtout pas faire, hein. Que ça soit en amont, au milieu, ou notamment en aval, quoi. Même dans la découverte, de toute manière. Il y a des choses qu'on peut largement collecter par des outils. Et il y a par exemple, si on veut avoir les drivers personnels des différents types d'interlocuteurs, il y a des choses en visio qui ne sont pas toujours simples à faire. Le téléphone va avoir beaucoup plus d'intérêt à cet endroit-là, parce qu'il crée une intimité, le téléphone, que la visio ne fait pas toujours, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Merci. Oui, ben, dans ces cas-là, on se rappellera. Ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Bon, bah écoutez, si ce n'est pas le cas, merci en tout cas d'avoir pris le temps. Hein, j'espère que ça a pu vous donner quelques éclairages, ou en tout cas, ça vous a donné envie d'aller peut-être plus loin, notamment avec nous, hein, sur des problématiques et des enjeux stratégiques business que vous souhaiteriez aborder. Et sinon, ben, je vous souhaite une excellente journée, excellente semaine également. Le soleil. Merci à vous aussi. Merci à vous tous Merci et à vous, merci bonne journée. d'être présents. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.